le président du Niger, M. Mohamed Bazoum, et le vice-président de la Côte d'Ivoire, M. Tiemoko Miliekone. Merci beaucoup. Nous avons tenté durant ce forum de trouver des réponses à la façon dont les pays africains pouvaient réduire leur niveau de dépenses à l'égard du reste du monde. C'est particulièrement vrai dans le domaine alimentaire où 85% des produits consommés sont importés. Quelle est la stratégie de long terme au Sénégal, Monsieur le Président, en la matière, et quel rôle peut jouer le secteur privé sénégalais dans cette ambition? La crise alimentaire en Afrique a été présente avant la guerre en Ukraine. En réalité, nous avons une agriculture déficitaire et les raisons peuvent être expliquées, ça pourrait nous prendre beaucoup de temps. Mais vous savez, la première difficulté de l'agriculture africaine, c'est la monoculture. Et cette monoculture date de la période coloniale, où la puissance coloniale, les puissances coloniales avaient spécialisé les territoires africains dans des cultures de rente selon les besoins de la métropole. Ainsi, en fonction des conditions agroécologiques, les pays étaient spécialisés. Dans la production de l'arachide pour le Sénégal, par exemple, c'était ça la spécialité, le coton au Mali, Côte d'Ivoire, le cacao, le café, comme le Ghana, etc., le Burkina, le coton. Donc, nos terres sont fatiguées de devoir produire les mêmes cultures. Et comme partout ailleurs dans le monde, une terre, lorsqu'elle est fatiguée, on doit l'enrichir. C'est le rôle des engrais. Mais là où le bas blesse, c'est que si en Europe, par exemple, on a en moyenne 100 kg d'engrais à l'hectare, en Afrique, la moyenne ne dépasse guère 17 kg. Ce qui explique un peu la sous-productivité de notre agriculture. Ensuite, il y a d'autres facteurs importants, l'eau, la maîtrise de l'eau, puisque nous sommes pour l'essentiel, nous avons pour l'essentiel une agriculture pluviale, avec tous les aléas de la pluviométrie. Le facteur irrigation qui devrait réguler, parce que l'eau c'est un des intrants premiers de l'agriculture. Donc il y a déjà un problème de maîtrise de l'eau sur le continent, malgré les fleuves, mais tout ça demande des investissements énormes. Et pour avoir des investissements importants, surtout pour un secteur comme l'agriculture, il faut pouvoir avoir accès à des financements moins chers, des financements long terme, ce qui n'est pas le cas pour le continent africain. Et maintenant, la guerre est venue, bien entendu, perturber les chaînes de valeur et les chaînes d'approvisionnement. Et c'est pourquoi j'ai dit que l'Afrique doit pouvoir obtenir de tous ses partenaires, en particulier des partenaires de l'Ouest, qu'on trouve un schéma, une solution, comme du reste l'Europe l'a fait pour le gaz. L'Europe continue à acheter le gaz avec un mécanisme, qu'on ait ce mécanisme qui nous permet, lorsque nous continuons à importer des engrais ou du blé de Russie, qu'on puisse faire les paiements sans difficulté. Monsieur le Président du Niger, Monsieur Mohamed Bazoum, les conséquences de cette crise tiennent dans quelques chiffres pour le Niger. Selon le PAM, le Programme alimentaire mondial, plus de 4 millions de Nigériens sont en insécurité alimentaire. Quelle réponse le Niger tente-t-il d'apporter pour éviter une crise encore plus grave dans les mois à venir? Oui, le Niger, le pays le plus sahélien des pays du Sahel, à cause du fait qu'une grande partie de son territoire se situe dans un espace saharien qui n'est pas favorable à toute forme d'agriculture, ni même de l'élevage en vérité. En plus, comme vous le savez, le Niger est, à l'instar d'autres pays du voisinage, affecté par le phénomène de l'insécurité sur certaines portions de notre territoire,
dans la zone agricole, il n'a pas été possible que les paysans soient sur leurs champs de façon régulière. Nous avons en effet 4,5 millions de personnes qui sont dans une situation de détresse alimentaire plus ou moins importante. Dès le départ, nous avons tablé sur une population de 2,5 millions qui va être déficitaire. Et puis, nous avons affiné les chiffres aujourd'hui. Nous avons à peu près 4,5 millions de personnes qu'il faut prendre en charge. Nous avons mis au point un programme d'urgence, un programme de soutien qui consiste à subventionner les céréales. En achetant le sac de mil ou de sorgho ou de maïs à 32 000 francs CFA, nous le transportons dans les zones où vivent les personnes qui sont nécessiteuses et nous leur vendons à 13 500 francs. Ce sont des ressources importantes que nous mobilisons ainsi chaque année, cette année de crise plus que les années ordinaires, pour réduire la détresse, pour diminuer le niveau de détresse des populations. La difficulté a jusqu'ici été de pouvoir disposer des ressources financières à investir pour faire en sorte justement que nous puissions produire, parce que le coût de l'énergie dans nos pays à nous et au Niger en particulier est très élevé. Et il est totalement, donc il devient un handicap, il est vraiment rédhibitoire. Avec les nouvelles énergies et la réduction du coût des nouvelles énergies, nous avons désormais de grandes ambitions, mais aussi de réelles capacités. Et nous avons conçu un programme qui consistera à promouvoir l'irrigation, à investir plus de ressources pour disposer d'engrais. Peut-être que nous serons un jour en mesure de produire sur notre propre territoire. Et en combinant ces facteurs-là, nous serons en état de produire de quantités d'aliments pour nous nourrir déjà, nous autosuffire, mais en même temps, à cause de la centralité de la position du Niger, et c'est notre ambition, peut-être même exporter, pourquoi pas, des céréales. Alors, monsieur le vice-président ivoirien Timoko Mélié-Koné, vous avez entendu le président du Niger, Mohamed Bazoum, qui a parlé des mesures d'urgence pour venir en aide aux populations, pour faire face à cette crise. Et c'est justement le cas aussi de la Côte d'Ivoire, qui a lancé des mesures d'urgence pour sécuriser les populations au niveau alimentaire. Le gouvernement a plafonné les prix de 21 produits de base, subventionné aussi les carburants. Des mesures d'urgence qui coûtent très cher au pays. Combien de temps cette situation peut-elle durer et comment anticipez-vous les mois à venir aujourd'hui? Pour répondre à votre question, je dirais tout simplement que oui. Les facteurs explicatifs qui ont été évoqués tout à l'heure sont les mêmes que nous avons connus en Côte d'Ivoire et qui a amené justement le gouvernement à bloquer un certain nombre de prix et à faire des dépenses budgétaires justement qui étaient indispensables et qui étaient même prioritaires parce qu'il s'agit tout simplement de la vie des populations. Il est évident que pour la Côte d'Ivoire, nous avons vu, et c'est ce que nous avons constaté depuis un certain temps, la production vivrière est quand même importante. Elle est importante même si nous n'avons pas l'autosuffisance alimentaire sur tous les produits. Il y a quand même un bon nombre de produits sur lesquels la production est importante pour l'intérieur, même avec quelquefois une exportation dans les pays voisins. Mais le problème, c'est que ces productions connaissent une saisonnalité qui font que la disponibilité à tout moment n'est pas garantie. Et ça, c'est un problème important sur lequel il faut trouver des solutions. C'est de faire de telle sorte qu'il y ait une maîtrise plus grande et que cette saisonnalité soit plus ou moins arrêtée. Il faut maîtriser l'eau. Il faut maîtriser un certain nombre de facteurs de production qui permettent que cette production soit beaucoup plus constante, en tout cas dans le temps, et permettre une consommation sur une longue période par les populations. Alors, vous avez parlé de la production. Que compte faire la Côte d'Ivoire qui produit beaucoup de denrées alimentaires à l'exportation, comme le cacao, pour ne plus justement dépendre des importations de denrées alimentaires? La production cacaoyère est une production qui apporte des ressources à
à la Côte d'Ivoire. C'est important de le souligner. Mais ce qui est important de dire aussi, c'est que ça n'empêche pas la production vivrière. C'est deux registres qui sont complètement différents. Et on ne voit pas, en tout cas en Côte d'Ivoire, un délaissement de la production vivrière, en tout cas de tout ce qui peut apporter, contribuer à l'alimentation des populations par rapport à la production de cacao. Et qu'il faut maintenir. Ce qui est important, par contre, c'est de faire de telle sorte que les productions vivrières soient mieux maîtrisées. La Côte d'Ivoire a d'ailleurs accueilli en mai dernier la COP 15. La COP 15 et la communauté internationale s'y est notamment engagée à accélérer la restauration d'1 milliard d'hectares de terres dégradées d'ici 2030. Les ONG et les médias ont de même, de leur côté, critiqué la faiblesse de ces engagements dans un contexte où l'Afrique attend que les promesses formulées lors de la COP 26 soient encore tenues. Monsieur le vice-président de la Côte d'Ivoire, êtes-vous de votre côté satisfait de ces engagements pris lors de la COP 15? Il y a 38 engagements qui ont été pris et qui, à mon avis, s'adressent bien aux questions concernant la désertification et même la reforestation. Je pense aussi qu'il ne faut pas non plus se baser sur seulement le problème des engagements, parce que la COP 15 d'abord a été précédée par un sommet des chefs d'État et qui a validé et qui a mis en place l'accord d'Abidjan. C'est quand même important. Il s'agit tout simplement d'un modèle qui peut permettre à tous les États de trouver les voies et moyens de mettre en place un système de reforestation et de lutte contre la désertification. Monsieur le Président du Sénégal, la COP 27 se tiendra en fin d'année en Égypte, après une COP 26 où on estime que la voix de l'Afrique n'a pas assez été entendue. Quels sont vos espoirs alors que, comme chacun le répète, l'Afrique n'est responsable que de 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde et en même temps le continent est le plus menacé par les effets du changement climatique? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier également M. Samir Ben Ahmed et tout le groupe Jeune Afrique pour ce formidable forum. Oui, la COP27 à Sharm el-Sheikh, pour nous, est un rendez-vous important. Il est d'autant plus important qu'il se tient en Afrique, et au moment où nous avons eu, depuis Glasgow, un débat sur lequel nous ne nous sommes pas entendus avec un certain nombre de pays partenaires. Pourtant, c'est sur la transition énergétique. Et pour l'Afrique, nous pensons, comme vous l'avez dit, étant le continent qui pollue le moins de 4% d'émissions à la limite, c'est vraiment quelque chose de relativement faible. Et malgré cela, l'Afrique s'est engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique. Nous nous battons dans chacun de nos pays pour une adaptation réussie. Nous nous battons pour des énergies renouvelables. Un pays comme le Sénégal, aujourd'hui, au moment où je vous parle, est à 31% de son productible en énergie qui vient de l'énergie renouvelable, des énergies renouvelables. Donc nous faisons les efforts pour ne pas emprunter le même schéma. Mais l'Afrique a besoin d'électricité, l'Afrique a besoin d'énergie pour son développement. Nous avons une population forte qui a des aspirations. Nous avons plus de 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès au moment où nous parlons à l'électricité. Il faut leur donner cet accès. Et donc il est incompréhensible qu'on dise à l'Afrique, nous allons vers une transition où toutes les énergies fossiles vont être condamnées. Ce serait vraiment un arrêt de mort à nos efforts de développement, tout simplement. Alors, à Bruxelles, lors du sommet Union européenne, Union africaine, nous avons quand même trouvé
avec l'Union européenne une formule heureuse, une formule équilibrée, qui consiste à dire sur une période de transition à déterminer, d'ici 2050, nous allons tout mettre en œuvre, y compris l'adaptation, le Fonds vert climat, les efforts au niveau des pays, et qu'on permette au continent africain d'exploiter ses ressources naturelles. Il est quand même inconcevable que ceux qui ont exploité plus d'1 siècle le pétrole, avec toutes ses dérivés, le charbon aussi,